Bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, je reçois Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray, merci d'être avec nous sur RT France. Le philosophe normand, socialiste, littéraire et libertaire que vous êtes défend une vision hédoniste, épicurienne et athée du monde. Votre pensée dérange les partisans du politiquement correct, on va le voir. Vous avez écrit beaucoup de bouquins ces derniers temps, dont celui-ci dont on va parler, Le deuil de la mélancolie, publié aux éditions Robert Laffont. En début d'année, vous avez été victime d'un AVC. Vous en aviez déjà été victime en 1988, précédé d'un infarctus. Vous avez aussi perdu votre compagne, la compagne de votre vie qui a été fauchée par un cancer. D'où ce livre intime où vous livrez votre réflexion sur la maladie, l'hospitalisation et la fin de vie. Ce qui ne vous tue pas, Michel Onfray, vous rend plus fort ? Oui, c'est une phrase qu'on utilise un peu n'importe comment, je ne dis pas ça pour vous, mais de Nietzsche, oui, et elle est évidemment juste. Je me souviens quand j'étais adolescent et que j'avais lu Chamfort, il disait « il faut que le cœur se brise ou se bronze ». Et je me suis dit, moi, jamais, il ne se bronzera ou il ne se brisera. En fait, si, il a bien raison, il faut que ça se brise ou que ça se bronze. Et donc, oui, il y a des signes qui sont donnés par le corps, des signes qui montrent que ça peut se fendiller. C'est une épreuve, en tout cas. Oui, à défaut de se briser. Et puis après, on se dit, bon, effectivement, si j'ai traversé ce genre de choses, il me faudra en traverser d'autres, mais je vais perdre sa compagne d'un cancer qui a duré 13 ans. Une compagne qui a été ma compagne pendant plus de 39 ans. J'ai plus peur de grand-chose, vous savez. Quelle a été votre réflexion sur la fin de vie, sur la mort ? Alors, elle s'appelait Marie-Claude. Marie-Claude et moi pensions la même chose sur la question de l'euthanasie, de la fin de vie, des soins palliatifs, etc. Et évidemment, ce sont des questions qu'on pense quand on va bien. Et penser la maladie quand on n'est pas malade, penser la mort quand on est jeune ou quand on n'est pas concerné directement par elle, ça suppose qu'on soit sur un terrain théorique. Et là, d'un seul coup, on est sur un terrain pratique. On la voit, c'est la nôtre. Et on se dit, mais on en fait quoi ? Et puis en fait, il y a quelque chose d'essentiel qui fonctionne, ça s'appelle la dénégation. Ça a changé votre vision des choses ? Oui, bien sûr. Moi qui suis prompt à voir la dénégation partout où elle est, je ne l'ai pas vue nous concernant. C'est-à-dire que je n'ai pas vu à un moment donné que c'était fini. Il a fallu qu'on me dise, il faudrait que vous sachiez que dans 3 semaines, c'est fini. Et je me suis dit, mais j'ai rien vu. Et Marie-Claude n'a pas vu, je pense, je ne sais pas. Elle m'a peut-être préservé aussi. Mais donc on découvre effectivement que les mécanismes qui concernent tout le monde et soit le premier. Donc on a beau être averti de ce qu'est la mort, quand elle nous concerne directement, globalement, on pense comme tout le monde. Alors vous avez écrit aussi un autre livre, La pensée qui prend feu, paru à la collection blanche chez Gallimard. Là, vous suivez les traces d'Artaud qui cherche une autre civilisation au Mexique. Il en revient déçu. Ça a été le propos de ce livre où vous cherchez une autre civilisation, une autre vision de l'homme ? Alors j'ai écrit un très gros livre qui s'appelle Décadence et qui était sous-titré Vie et mort du judéo-christianisme. Et ce qui m'intéressait, j'étais invité à faire des conférences. Là, en l'occurrence, on parle de celui-ci, La pensée qui prend feu. Oui, non, je vous explique juste pourquoi. Et j'ai été invité au Mexique et je me suis dit, ce serait bien, pour faire des conférences, d'aller faire un petit tour là où Artaud est allé, et sur les traces d'Artaud chez les Indiens Tarahumara. Et je voulais voir comment ce que j'avais mis en place dans Décadence, c'est-à-dire un schéma sur le fonctionnement d'une civilisation, pouvait fonctionner sur une autre civilisation, à savoir la civilisation des Indiens Tarahumara. Et effectivement, j'avais lu les textes d'Artaud sur les Tarahumara quand j'avais 15 ou 16 ans, mais je n'avais pas lu tout ce qu'il avait écrit sur le Mexique, donc j'ai fait une lecture plus approfondie. Et il est très intéressé, Artaud, à cette époque, on est dans les années 30, par justement l'effondrement de la civilisation judéo-chrétienne. Et lui, il estime qu'on peut s'en sortir et sauver d'une certaine manière cette civilisation épuisée en injectant une espèce de sang neuf qu'il estimait pouvoir trouver là-bas chez les Indiens Tarahumara. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand une civilisation est épuisée, ce n'est pas une espèce d'organisme dans lequel il suffirait de remettre une espèce de sang neuf qu'on serait allé chercher chez les chamans des Tarahumara. Ça ne fonctionne évidemment pas comme ça. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Vous pensez que notre civilisation occidentale est en danger ? Non, elle n'est pas en danger, elle est mourante. Donc elle va mourir, elle est en train de mourir, oui. Les civilisations sont mortelles, c'est un truc de... Pourquoi est-elle mourante, selon vous ? Alors là, il faudrait qu'on rentre dans le détail, mais simplement parce qu'une civilisation se construit sur une religion, sur une spiritualité, et une civilisation, c'est une espèce d'organisme vivant. Il n'y a pas d'organisme vivant depuis qu'il y a de la vie sur cette planète qui ne soit mort un jour. C'est le principe de ce qui est vivant, c'est que ça doit mourir pour laisser place à autre chose. Hegel a bien expliqué comment fonctionnaient les civilisations, comment elles se succédaient. On a Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome, l'Europe, etc. Tout le monde est d'accord sur le fait que les dieux de la Grèce sont morts,
que les dieux de Rome sont morts, que les dieux de l'Égypte sont morts. Donc il faudrait qu'on puisse faire la même chose avec nous et se dire notre civilisation européenne, elle a eu une naissance, une vie, une croissance, puis une décroissance, puis une disparition, etc. Et sa décroissance, c'est aujourd'hui pour vous? Non, c'est commencé depuis la Renaissance pour moi. C'est pour ça que je parlais de décadence tout à l'heure, c'est un grand livre. Et il y a un moment donné où effectivement, quand la foi ne suffit plus, et qu'on est obligé d'avoir une théologie qui nous dit on va essayer d'expliquer, de rationaliser, etc., c'est qu'elle n'est plus aussi puissante. Donc c'est pas mai 68 la fin, c'est pas la Révolution française la fin, comme le pensent souvent des réactionnaires ou des conservateurs de droite. C'est effectivement l'espèce d'épuisement qui fait qu'on m'a demandé à la raison de justifier ce que la foi rendait possible précédemment. Donc évidemment, il y a eu la Renaissance, il y a eu la philosophie des Lumières, il y a eu le socialisme, etc. Donc on est en queue de comète, c'est vraiment très loin. Mais 68, c'est pas une cause, c'est un effet, et qui lui est même un effet de quelque chose qui précède depuis un petit moment. Donc les symptômes, c'est très clair, on est dans le nihilisme, la décadence. La vérité n'existe plus, il n'y a plus que des perspectives, on délire sur tous les sujets. Quiconque dit que le réel est réel passe pour un voyou, ou quelqu'un qu'on salit, ou etc. Donc les signes du nihilisme sont assez faciles à voir, il suffit juste d'ouvrir certains journaux ou d'écouter certaines radios. Alors vous n'aimez pas non plus les élites politico-médiatiques parisiennes. D'où vous vient cette aversion pour ces élites, entre guillemets? Moi, je suis le fils d'un ouvrier agricole qui n'est pas allé longtemps à l'école, mais qui a été formaté par l'école républicaine, où on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser, à réfléchir, où on ne s'en laissait pas compter, où on avait du bon sens. Ce que Orwell appelle la common decency, le sens commun que le bon peuple avait quand on l'éduquait, qu'il n'a plus puisqu'on l'abrutit aujourd'hui avec les médias et un certain nombre d'émissions. Et je sais ce que c'est, moi, qu'effectivement le bon sens paysan, comme on dit. Et quand je mets en perspective le génie du bon sens paysan et la bêtise des intellectuels parisiens, ça ne tient pas longtemps la route. C'est Paris qui est déconnecté de la province, c'est ça votre propos? Vous savez, Tocqueville a écrit l'Ancien Régime et la Révolution française, qui est un très beau livre pour nous expliquer que la Révolution française n'a pas changé grand-chose, puisqu'elle a gardé l'essentiel, qui était le centralisme, qu'on dira jacobin par la suite. Il dit, depuis Philippe le Bel, il y a une centralisation qui fait qu'il y a Paris, et puis il y a les provinces. Et Paris ne se nourrit que de l'énergie des provinces. C'est-à-dire, si vous voulez réussir, il faut monter à Paris. Et après, on descend en province. Vous voyez déjà les métaphores. Donc, il y a à Paris, effectivement, une espèce de rendez-vous, des vaniteux, des opportunistes, des orgueilleux, de tous les gens qui sont prêts à tuer père et mère pour avoir du pouvoir. Donc, je n'aime pas cette ville, bien sûr, et j'ai plaisir à retourner dans ma campagne quand j'y suis, parce qu'effectivement, Tocqueville a raison, nous sommes dans un centralisme jacobin qui fait que tout se décide à Paris, et globalement, sur chaque domaine, peinture, littérature, musique, gastronomie, philosophie, je ne sais quoi, il y a 10 personnes qui font la loi, et tout le monde se connaît. Vous vous définissez comme étant anti-système, Michel Onfray? Non. Non. Je ne suis pas anti-système, non, je suis un homme libre. Donc un homme libre... Un libre penseur? Oui, on peut dire ça. Oui, un libre penseur et un penseur libre, parce qu'il y a des libres penseurs qui sont dans le catéchisme de la libre pensée et les catéchismes ne m'intéressent pas. Je suis un homme libre et je veux dire que j'aime ce que j'aime quand je l'aime, que je n'apprécie pas ce que je n'apprécie pas quand je ne l'apprécie pas. Alors justement, est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui dans les médias? Est-ce que les temps sont durs pour les libres penseurs aujourd'hui? Ils ont été durs pour tous les libres penseurs depuis le début de l'humanité. Je vous rappelle que Socrate en est mort. Et que c'est la démocratie qui met Socrate à mort, simplement parce qu'on estime que... Aujourd'hui, il y a une sacro-sainte liberté d'expression. Est-ce que pour vous, elle est en danger? Non, bien sûr que non, il n'y a pas de liberté d'expression. Et vous avez la liberté d'exprimer ce qu'on vous demande d'exprimer si vous êtes dans le politiquement correct. Si vous commencez à dire « je vais penser peut-être pas forcément dans les clous », alors à ce moment-là, plutôt que de dire « ah, c'est extrêmement intéressant, on va débattre ensemble », sûrement pas. Donc on vous criminalise, on estime que vous êtes, alors je sais pas, tout et n'importe quoi. C'est le règne de l'insulte. Et donc souvent homophobe, antisémite... Vous en avez été victime vous-même? Ah oui, régulièrement. Depuis que j'ai écrit mon livre sur Freud, c'est régulier, j'ai eu droit à tout. Alors justement, on va en parler. Vous avez été évincé de France Culture, qui ne diffuse plus les universités populaires de Caen, que vous aviez créées en 2002, justement, pour répondre à la montée du Front National. Quelle a été votre réaction dès lors? Je me suis dit, tant mieux, ça valide mes hypothèses. Moi qui dis depuis toujours, effectivement, qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une censure, qu'il y a une intolérance à l'endroit des pensées libres, etc. Je me suis dit, ils ne sont pas très fins, pas très malins, parce qu'ils auraient pu faire ça plus finement. Mais c'était quoi? C'était la fin d'une programmation? Ou pour non, vous, c'était quoi? C'est-à-dire que c'était politique? Je faisais un cours. Oui, c'est politique, bien sûr. Je faisais un cours. Ce cours était enregistré. Il était nettoyé, je dirais nettoyé, monté par mon éditeur sonore, qui est Patrick Frémaux. Et puis, il était diffusé sur France Culture, où nous faisions 1 million de podcasts chaque été.
Donc ça marchait bien. Une bonne audience. Et donc j'ai fait une longue série qui s'appelait La contre-histoire de la philosophie pendant 12 ans. Ils auraient pu à la fin dire, bon, 12 ans, ça va, c'est une longue série, on arrête là. J'ai redémarré une autre longue série que j'ai appelée Brève encyclopédie du monde, avec un premier temps, Cosmos, 2 années, un deuxième temps, Décadence, 2 années, un autre temps, Sagesse, 2 années. Il se fait que les 2 premières années ont eu lieu, Cosmos a été enregistré, la première moitié de l'année de Décadence a été enregistrée, et la directrice de France Culture fait savoir à mon éditeur sonore qu'elle arrête la diffusion. C'est-à-dire, c'est même pas à moi. Je ne l'ai toujours pas eu au téléphone. Nous avons échangé quelques textos, mais je ne l'ai toujours pas eu au téléphone. Et elle fait savoir, en plein milieu d'un cycle, qui marchait très bien, qu'elle arrête en donnant comme prétexte qu'on ne parvenait pas à me joindre au téléphone. Alors vous dites que c'est politique, pourquoi ? Bon, parce qu'on m'a fait savoir que j'avais écrit une première lettre à Emmanuel Macron qui n'avait pas beaucoup plu. Donc j'en ai écrit une seconde, un peu plus vive, un peu plus ironique, un peu plus humoristique, un peu plus satirique. Et effectivement, depuis, j'ai franchement des portes qui se ferment. J'ai Marina Carrère d'Encausse qui fait savoir que, alors que je dois venir parler... Qui ne vous a pas invité sur son émission. J'étais invité pour parler d'un AVC, de l'AVC dans une émission médicale et qui a fait savoir que, eu égard à cette lettre, elle décommandait ma venue. J'ai eu une décommande aussi sur une autre chaîne, mais ils ont été plus malins, donc je ne peux pas en parler parce que, évidemment, ils ont dit on a été obligé de changer, etc. Enfin, deuxième décommande. Et puis, il y a eu la même chose l'autre jour à la 5 où je suis arrivé, où on m'a dit désolé, finalement, il y a une censure, on ne peut pas vous enregistrer. Un journaliste... Ils vous ont dit il y a une censure ? On m'a fait savoir que ça venait de haut et que l'émission était annulée. Et le journaliste, qui est un homme courageux, je ne vais pas l'impliquer, mais a dit, moi je vous enregistre, vous êtes venu, on enregistre, on verra bien ce que ça donnera. Est-ce qu'on peut vous qualifier comme étant, je sais que vous n'aimez pas les étiquettes, comme étant le Zemmour de gauche ? Ça dépend ce qu'on veut dire dans tout ça. Je dis oui si on veut s'entendre en disant voilà, il est à la droite ce que je suis à la gauche, et on est tous les deux un peu parias, mais je ne veux pas non plus utiliser ce mot-là. J'ai pas envie de. On m'invite, je parle, bon, on me censure aussi, ça fait partie du jeu d'une certaine manière. Mais j'aurais plein de choses à dire sur Éric Zemmour. Il m'a envoyé son dernier livre, je l'ai lu, je sursaute à chaque page. Moi j'aime beaucoup le général de Gaulle, il n'aime pas beaucoup. Je déteste le maréchal Pétain, il l'aime un peu. Il parle de Robespierre avec affection, moi pas du tout. Donc, il a sa place dans les médias pour vous ? Évidemment, tout le monde a sa place. Mais tout le monde, y compris les gens qui veulent m'agresser. Bernard-Henri Lévy vient de faire apparemment une tribune insultante me concernant. Et il ne viendrait pas l'idée de dire qu'il faudrait interdire la parole à ce monsieur. Non, non, la parole est libre. Et surtout quand elle est incandescente, et surtout quand ça n'est pas la parole dominante. Les gens sont assez intelligents pour comprendre ce que les gens ont à dire. Il faut du débat, et il faut du débat avec des gens qui débattent et pas avec des gens qui font semblant. Alors vous avez écrit justement cette lettre satirique au président de la République. Je parle de la deuxième. Vous avez réagi à cette photo prise aux Antilles où on voit le président de la République avec 2 délinquants dont l'un fait un doigt d'honneur. Cela vous a valu d'être traité d'homophobe. Quelle a été votre réaction ? Vous savez, il y a ce proverbe, on dit le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et il y a pas mal d'imbéciles ces temps-ci, le dernier en date... Ça, c'est la fin de votre lettre, je crois. Oui, mais c'était aussi métaphorique. Mais l'un des derniers imbéciles en date, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que, semble-t-il, j'ai pas lu, moi je lis pas ce monsieur depuis très longtemps, je suis comme beaucoup de Français, je ne lis plus BHL. Et on se dit, mais il paraît qu'il fait de moi quelqu'un qui est scatologique. Je dis, mais je suis désolé, mais c'est un doigt d'honneur, c'est scatologique, et je commande ce doigt d'honneur, mais ce qui est sidérant, c'est que c'est moi qui suis dans la scatologie. C'est pas le président de la République qui tolère le doigt d'honneur. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai écrit en disant mais il est fait pour quel arrière-train ce doigt d'honneur ? C'est la France, les Français, donc je pose la question. C'est une image. C'est une réalité. Je veux dire, après mon texte est une réalité et dit bien faisons cette fameuse phénoménologie du doigt d'honneur. C'est le symbole d'un phallus avec une intromission dans un rectum. Enfin c'est clair, la scatologie c'est pas moi. Là vous me parlez de scatologie, mais on vous a traité d'homophobe. Oui, alors là c'est exactement la même chose parce que je dis que ce grand garçon, le beau black bodybuildé, il est dans les bras du président de la République et le président de la République a l'air d'aimer ça. Mais moi je le trouve beau, black et bodybuildé, ce garçon, est plutôt joli à voir, puis très hétérosexuel et pas du tout intéressé par l'homosexualité. Mais qu'y a-t-il d'homophobe dans cette histoire ? Je n'ai pas dit que Macron était homosexuel ou un homosexuel refoulé, je sais pas quoi, j'ai clairement dit les choses, j'ai dit qu'il semblait avoir du plaisir à tenir dans ses bras ce jeune, joli garçon. Elle vous a choqué cette photo ? Oui, bien sûr qu'elle me choque. Je pense que le président de la République a des devoirs et pas des droits. Emmanuel Macron est un enfant roi et les enfants rois ne supportent pas, ils sont intolérants à la frustration, ils ne supportent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Je pense simplement que Kantorowicz a écrit un très beau livre là-dessus, il y a ce qu'on appelle les 2 corps du roi.
et que chez nous, surtout chez nous, la Ve République, avec une constitution écrite par le général de Gaulle, il y a un président de la République élu au suffrage universel, il y a un corps premier qui est celui d'Emmanuel Macron, et puis un deuxième corps qui est le corps de la France, qui l'incarne. Et donc, il a oublié ça, alors qu'il semble le connaître, la connaître, cette thèse de Kantorowicz. Et un président de la République ne fait pas ça, si je puis utiliser une expression qui a déjà été utilisée. On ne tolère pas ce genre de photographie dans ces circonstances, dans cette occasion, avec un doigt d'honneur, première chose. Deuxième chose, quand ça fait plein de bruit sur le net partout et qu'on fait savoir que c'est inadmissible, ce genre de choses, on ne revient pas à la charge en disant que bien sûr que si, qu'on persiste et signe, et que président de la République, on a bien vu ce qui se passait, que ce qui se passait, on le tolère bien sûr, et qu'on le valide. C'est ça mon problème. C'est pas qu'il se soit fait avoir, tout le monde peut se faire avoir avec un selfie, c'est juste que quand après on lui dit « ce serait peut-être bien que vous puissiez dire qu'effectivement vous êtes fait avoir avec ce geste que vous n'avez pas vu », et puis il dit « mais pas du tout ». Ou le condamner. Pardon ? Ou le condamner. Après dire, tout le monde aurait compris qu'il puisse dire « écoutez, je rencontre plein de gens, je fais plein de selfies, je ne maîtrise pas tous les selfies, ce selfie est insupportable, et puis vous faites 2 ou 3 phrases, et l'affaire est réglée ». Pas du tout. Il s'en vient faire une espèce de théorie en disant « mais il s'adresse, ce doigt d'honneur, à des gens qui nous disent que dans ces quartiers, on ne peut pas pénétrer, si je puis me permettre l'expression, et il nous dit vous voyez que c'est possible, donc ce doigt d'honneur, il est fait pour les électeurs de Marine Le Pen ». On rêve que ces éléments de langage aient pu être fabriqués par 30 communicants. C'est son obsession à Emmanuel Macron, contrer Marine Le Pen ? Oui, bien sûr. Contrer et garder. Et la garder pour les élections européennes. C'est-à-dire il faut absolument, on en a besoin. C'est un ennemi désigné qui lui sert. C'est une méchante dont on a besoin, donc il faut absolument qu'elle soit méchante, mais il faut que la méchante soit au deuxième tour pour pouvoir être élue au premier tour. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faut qu'elle soit méchante, mais il faut qu'elle soit quand même un peu forte. Alors là, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit très forte, et c'est pourquoi il faudrait un peu taper sur Jean-Luc Mélenchon ces temps-ci, parce qu'il y a une espèce de porosité. Les anciens de la CGT et du PC qui sont partis au Front National, donc on sait très bien que si finalement on obtient un report de 2, 3, 4 points des gens qui votaient Mélenchon sur Marine Le Pen, ça devient formidable parce qu'on peut crier au loup en disant « vous avez vu, le fascisme avance, je suis un rempart, je suis un progressiste, s'il vous plaît, votez pour moi, il s'agit juste, vous avez le droit de ne pas m'aimer, mais il s'agit juste de défendre la liberté et la démocratie, puisque la liberté et la démocratie, c'est moi ». Vous aviez écrit une première lettre à Emmanuel Macron pour dénoncer le fait du prince lorsqu'il a nommé... Philippe Besson, consul général de Los Angeles. Le fait du prince, c'est un peu la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, selon vous ? On le voit. Il a changé la loi pour nommer quelqu'un qui est l'un de ses courtisans. Il a changé la loi à nouveau pour nommer une femme recteur, alors que la loi ne le permettait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce président de la République qui estime qu'il fait la loi ? C'est une dérive autoritaire ? C'est de la monarchie pure et simple. C'est l'État, c'est moi. Mais on n'y est plus. Louis XIV, c'est terminé. La loi, elle est faite par le peuple pour le peuple. Je rappelle que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et ça n'est pas le chef de l'État qui décide d'une loi pour pouvoir placer un copain consul, quand il n'en a pas les talents ni les compétences, ou une copine recteur d'une académie, alors que, semble-t-il, elle n'a pas non plus les compétences. On le voit dans les médias aujourd'hui, on ne peut plus dire des choses qui mettent les gens mal à l'aise. Vous le sentez également ? C'est une régression de la liberté d'expression ? Oui, c'est évident. Vous savez, quand vous regardez un certain nombre de films simples que les Français ont beaucoup aimés, regardez Rabbi Jacob, par exemple, des comiques comme Pierre Desproges, regardez d'autres comiques comme Coluche, par exemple, ou même Fernand Reynaud. Enfin, je ne sais pas, vous prenez des choses qui paraissaient évidentes. Pierre Péchin, dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps. Tout ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a un comique officiel, qui est souvent une espèce de comique troupier, on le trouve à France Inter, aux gens, c'est d'ailleurs un comique qui n'est pas très drôle, mais qui n'est pas un comique, qui est une façon de ricaner, de riocher, de dire des méchancetés en balançant des vannes, en prétendant que c'est de l'humour. Donc je dis, mais vous êtes formidable, vous n'avez pas aimé mon texte parce que vous ne le trouvez pas drôle. Libre à vous de ne pas trouver mon humour drôle. Ça existe, des gens qui ont un humour pas drôle. On ne peut plus rire de tout aujourd'hui ? Bien sûr que non. Il faut rire depuis les attentats contre Charlie Hebdo ? Par exemple, tout le monde est Charlie Hebdo. Mais moi, je n'aurais pas droit, par exemple. Tout le monde était Charlie Hebdo à l'époque. Et je dis, mais mon texte, il rend possible cette formule du « je suis Charlie ». Et j'ai pas le droit. Et qui a le droit d'être Charlie ? Il faut taper sur les mêmes victimes, et il faut épargner les mêmes sujets. Et là, vous avez le droit de rire. Donc, s'il faut obéir au rire officiel en disant « ça, c'est un rire officiel », et quand il s'agira de Marine Le Pen, vous allez pouvoir taper autant que vous voudrez, mais rire sur Emmanuel Macron, ça ne se fait pas. Alors évidemment, on ne va pas dire votre texte attaque Emmanuel Macron, c'est insupportable. Pourquoi ça ne se fait pas ?
pour Emmanuel Macron? Parce que c'est le roi, c'est le prince, parce que les journalistes jouent leur carrière, parce que quand ils sont éditorialistes, ils jouent leur place. Et plus qu'avec les précédents présidents, selon vous? Je pense, parce qu'il y avait, quoi qu'on dise, une espèce de tolérance chez François Hollande qui laissait faire, qui laissait couler, qui avait un certain humour, mais qui en même temps, on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur ce terrain-là. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas non plus de nomination d'individus, on lui a reproché des choses un peu autour de lui. Julie Gaillet, c'est sa vie privée. On a fait des photos de paparazzi, on ne peut pas lui reprocher une chose pareille. Morel qui faisait cirer ses chaussures, je crois, ou Aquilino Morel qui faisait cirer ses chaussures par quelqu'un qui venait à l'Élysée. C'est pas très fin, c'est pas très malin, mais enfin c'est pas non plus interdit si vous payez quelqu'un ou ce genre de choses. Il n'y avait pas ça chez Hollande. Il y avait chez Sarkozy le désir de placer des individus, et il y a chez les journalistes une fâcheuse tendance à aller au-devant des désirs du chef pour pouvoir disposer d'une promotion, pour pouvoir être maintenu dans le poste. Oui, ça c'est évident. Qui est-ce qui décide, selon vous, de ce qui doit être dit dans les médias traditionnels ou pas? Alors, il faudrait partir beaucoup plus loin. Moi, j'ai proposé ce concept d'État maastrichtien ou d'Empire maastrichtien. Je pense effectivement qu'il y a un Empire maastrichtien. C'est l'Europe? C'est l'Europe, maastrichtienne. Hein, c'est une Europe qui a le droit d'être nationaliste. Le nationalisme, c'est pas bien quand il s'agit d'un certain nombre de pays. Quand il s'agit de la France, c'est pas bien. Le nationalisme, c'est la guerre, comme dit Mitterrand, qui a un long passé vichiste. Donc le nationalisme, c'est la guerre. Mais quand il s'agit du nationalisme européen, on a le droit au drapeau, qui est le drapeau bleu avec la couronne d'étoiles jaunes comme ça, chacun sait. On a le droit à l'hymne, qui est l'hymne à la joie de Beethoven. On a droit au texte, qui est un texte de Schiller. On a droit à la monnaie, qui est l'euro. On a le droit à la devise, qui est etc., etc. On se dit, tiens, c'est drôle. Le nationalisme, c'est pas bien, mais quand il s'agit de l'Europe, c'est formidable, le nationalisme européen. Alors, si le nationalisme, c'est la guerre, il faut à ce moment-là qu'on envisage cet empire maastrichtien, cet État maastrichtien, comme un État nationaliste qui, lui, veut effectivement la guerre. Et on voit bien qu'il y a effectivement des dispositifs journalistiques, intellectuels, etc., qui permettent de défendre cette idée que l'Europe de Maastricht, ce serait formidable, la liberté, la tolérance, le cosmopolitisme, la fin du chômage, la fin de la misère, la fin de la pauvreté, enfin tout ce qui a été vendu à l'époque avec Maastricht. Puis on se dit, bon, ça fait 25 ans que vous êtes au pouvoir, 25 ans après, est-ce que vous pourriez donner des comptes? Et vous vous apercevez qu'à chaque fois qu'un peuple dit « nous ne voulons plus rester du moins dans ce dispositif », soit on dit, comme en France, le référendum a eu lieu, mais il n'aura pas lieu, on le met à la poubelle et vous aurez de toute façon ce que vous avez refusé, soit comme avec le Brexit, cette incapacité à faire ce que le peuple dit et à traîner. Ça fait 3 ans, je crois, que la sortie de la Grande-Bretagne n'a pas lieu, et on commence à dire « et s'il y avait un deuxième vote ?» un deuxième référendum pour savoir si les gens votent toujours. C'est formidable. Ça a été exclu par Theresa May, la première ministre britannique. Mais bon, voilà. Alors, sur cette question européenne, vous opposez les populistes aux populicides. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien que quand on veut des éléments de langage qui soient disqualifiants, on dit, voilà, vous avez les populistes contre les progressistes. Évidemment, tout le monde a bien compris qu'un populiste, c'est un méchant, et que le progressiste était formidable. Et vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec cette opposition, qui est une opposition qui a été fabriquée par Macron, les libéraux, l'Empire maastrichtien, etc., pour nous dire qu'il faut choisir entre le bien et le mal. Je dis, mais non, il y a des gens qui défendent des peuples, et à ce moment-là, ce sont les populistes, et puis des gens qui n'en ont rien à faire des peuples, et qui briment même les peuples. Et je vais sortir un vieux mot du vocabulaire de la langue française, qu'on trouve chez Gracchus Babeuf, révolutionnaire, précurseur du communisme, donc c'est pas un vieux réactionnaire, une espèce de cardinal qui aurait été contre-révolutionnaire pendant la Révolution française. Et il nous dit qu'il existe des populicides. Il crée le concept à l'occasion du génocide vendéen. Et je dis, reprenons ce concept pour lui donner vie. Il y a effectivement une opposition qui n'est pas entre progressistes et populistes, mais qui est entre populistes et populicides. C'est-à-dire entre populistes, c'est-à-dire des gens qui disent, mais moi j'écoute le peuple a des choses à nous dire, et populicides, des gens qui nous disent, mais le peuple, il se trompe, il dit n'importe quoi, quand il vote mal, il faut recommencer, il faut lui dire comment il faut voter, et puis on met la télé, les médias, les journalistes, massivement, comme ça, sur une idéologie à laquelle on fait dire, effectivement, qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. L'élection de Macron s'est faite comme ça. Il fallait que Marine Le Pen soit présente au second tour pour qu'il puisse être élu au premier tour. Et entre les 2 tours, Macron est allé à Oradour-sur-Glane, et puis le lendemain au mémorial de la Shoah, juste pour faire comprendre aux Français un peu crétins, encore ils n'auront pas compris, il y avait le choix entre, en gros, le général de Gaulle, qui était Macron, et puis Adolf Hitler, qui était Marine Le Pen. Donc effectivement, je n'entre pas dans ce couloir, dans ce goulot d'étranglement du genre populiste
contre-progressiste. Votre vision du monde pour finir, Michel Onfray, vous vous dites pacifiste, partisan de la négociation et de la diplomatie. Très brièvement, comment vous qualifiez l'attitude de la France dans l'affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien qui a disparu à l'ambassade, au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie, la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite et qui a tardé d'ailleurs à condamner cette disparition? Vous posez une question dans laquelle la réponse se trouve. On voit bien qu'on ne fait pas de la politique, on fait du commerce et du business. On ne fait plus de géostratégie ou de géopolitique et c'est ce qui devrait être fait. Quand on est président de la République, on a une vision du monde et on a un projet pour la France dans l'Europe, dans le monde et on sait ce qu'on doit faire parce que... Au mépris des valeurs qu'on défend ? Quoi donc, le commerce ? La France, qui, au mépris des valeurs qu'elle défend, finalement tait cette disparition oui, bien sûr. Au nom du commerce. Mais bien sûr, il s'agit de dire on va pas se fâcher avec les gens qui achètent nos Rafales. Donc, ou notre matériel de guerre, donc, ou des gens qui sont susceptibles de nous fournir du pétrole ou ce genre de choses. Donc on voit bien effectivement que la politique n'est pas prioritaire dans cette affaire. Et votre sentiment là-dessus ? Le business sur cette façon de faire ? Quelle est votre réflexion ? C'est déplorable. Moi, je suis un gaulliste de gauche. Il faut aller vite un peu sur ce terrain-là. Je pense qu'il faut une vision stratégique, planétaire, globale, que la question de l'islam se pense de manière planétaire. Quand on pense que le projet de Macron consiste à unifier le renseignement en Europe pour empêcher le terrorisme, c'est un peu court. Si vraiment on veut attaquer le terrorisme en France, il faut que sur le terrain international, nous ayons véritablement une politique. Ça suppose que nous ayons les amis nécessaires et les ennemis nécessaires. Et pour le coup, si nous voulons la souveraineté, mais évidemment on ne défend plus la souveraineté en France, mais si nous voulons la souveraineté en France, il nous faut considérer effectivement que nous ne pouvons pas nous mettre entre les mains des marchands d'armes ou des vendeurs de pétrole. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir répondu à nos questions sur RT France. C'est la fin de cette grande interview. Merci à vous de nous être fidèles sur notre antenne.